Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Ils sont nombreux, ces jeunes talents ivoiriens qui se révèlent au cours de cette année 2023. Une année, comme vous le savez, dédiée à la jeunesse en Côte d'Ivoire. Au nombre de ceux-ci, Pierre Kouassi, un jeune fabricant de chaussures locales, situé au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon. Après plusieurs années de vaches maigres, il parvient aujourd'hui à confectionner des chaussures qui rivalisent avec celles venues d'ailleurs. Il propose des paires de souliers, des baskets et aussi des sandales fortement appréciées par nombre de clients. Notre équipe de reportage avec Justin Kouassi à sa tête était dans ces locaux. Le portrait de notre très cher ami à 19h30. Dans un tout autre chapitre, l'obtention de la carte de la couverture maladie universelle est devenue un véritable parcours du combattant. Il faut être un lève-tôt pour figurer au nombre des enrôlés de la journée. Ces longues files d'attente devant les sites d'enrôlement montrent qu'il faut faire preuve de courage et de patience pour voir ce sacrifice enfin être récompensé au terme de plusieurs jours ou heures de calvaire. Nous, Sangaré et Kader Bakil, ont sillonné aujourd'hui aux environs de 3 heures du matin et ce jusqu'au lever du jour, plusieurs sites d'enrôlement dans la commune de Cocody, Yopougon et Abobo. Le reportage est à voir ce soir. Certains commerçants préfèrent la vente de costumes de friperie à ciel ouvert au lieu de les exposer dans un magasin. Mais qu'est-ce qui motive ce choix? Ces costumes sont-ils au goût des clients? Le constat de Yacouba Koulibaly dans la commune d'Adjamé, commenté par nous, Sangaré, à 19h30. Les habitants d'Abobo, plus précisément au quartier Andokwa, vivent dans la tristesse à cause de l'état des routes. Une situation qui dure depuis des années. Il est difficile, comme vous le voyez sur ces images, pour les automobilistes et même les piétons de se frayer un chemin pendant cette saison pluvieuse. Ne sachant plus à quel sens se vouer, les commerçants, les automobilistes et les riverains lancent des appels aux autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible à ces problèmes de voirie. C'est un sujet signé Assitan Diarra et Enza Traoré. Hors de nos frontières, au Mali, l'ex-rébellion Touareg du nord du Mali a fait quitter la capitale à tous ses représentants, creusant encore davantage le fossé avec les autorités de la transition malienne. Elles sont accusées par l'ex-rébellion d'agir contre l'accord de paix de 2015. Ataï Ag Mohamed, chef de la délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA à Bamako, indique être le dernier à avoir quitté la capitale ce 10 août sur l'instruction de l'organisation. Notre direction estime que nous ne sommes plus en sécurité dans la capitale et que les raisons de notre présence au nom de la SEMA sont entièrement compromises, dit-il dans une déclaration aujourd'hui. Et puis, réunie aujourd'hui 10 août à Abuja, au Nigeria, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a validé le projet d'intervention militaire au Niger. Celui-ci a pour objectif le retour à l'ordre constitutionnel et la libération du président Mohamed Bazoum. La communauté ouest-africaine ouvre ainsi la voie à la mobilisation d'une force qui devrait être principalement composée de troupes nigérianes, mais aussi sénégalaises. Le chef de l'État nigérien, Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, est en première ligne de ce dossier et porte depuis le 30 juillet et la première réunion des dirigeants de la CEDEAO cette ligne dure. Ces derniers jours, plusieurs tentatives de médiation menées à Niamey, notamment par la diplomatie américaine, semblent avoir échoué, comme nous l'avons appris auprès de nos confrères de Jeune Afrique. L'instance sous-régionale a demandé à ses chefs d'état-major de mobiliser la force de la CEDEAO ainsi que tous ces éléments, tenez-vous bien, immédiatement et ordonner son déploiement pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Et un peu plus loin du Niger, la motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi a échoué aujourd'hui à recueillir une majorité de voix en l'absence de dizaines d'opposants, dont Rahul Gandhi, un de leurs chefs de file. Les débats ont duré 3 jours pour se terminer par un long discours de 2 heures du Premier ministre. Ce dernier s'est finalement servi du Parlement comme d'une tribune électorale. À 8 mois des élections législatives, pointe le correspondant de RFI Sébastien Farsis, Narendra Modi a passé l'essentiel de son discours à se féliciter des succès de ses 9 ans de règne et a promis que lors de son potentiel 3e mandat, l'Inde deviendra la 3e économie du monde. Le gouvernement avait de son côté dénoncé cette motion de censure comme une manœuvre de l'opposition destinée à faire les gros titres de la presse avant les élections générales prévues en 2024.
Et pour finir, le candidat à la présidentielle en Équateur, Fernando Villavicencio, a été assassiné par balle à la fin d'un rassemblement électoral mercredi à Quito, a annoncé le président équatorien Guillermo Lasso. Il a été tué alors qu'il sortait d'une salle omnisport dans le nord de la capitale après un rassemblement de campagne. Le parquet a fait état de 9 blessés, dont une candidate à l'Assemblée et 2 policiers. En plus de la mort de l'un des assaillants abattu par la sécurité, M. Villavicencio, un centriste de 59 ans, journaliste de profession, était l'un des 8 candidats au premier tour de la présidentielle prévu le 20 août prochain. Il briguait la présidence de son pays pour la première fois. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence pour 60 jours, mais le premier tour se tiendra à la date programmée, a indiqué la responsable du Conseil national électoral. Elle s'appelle Diana Atamendia. Et c'est sur ça que nous mettons un terme à ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h30.